BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs aujourd'hui, Frédéric Simotel pour un livre sur l'Inde. Et puis Alexandra Paget qui nous parlera de Benjamin Constant. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. On fait le grand écart aujourd'hui dans la librairie de l'écho entre tradition et innovation, je n'ose pas dire entre passé et futur, pour évoquer le travail et nos métiers. Le métier d'hier, ou plutôt le métier de tradition, puisque c'est encore un métier d'aujourd'hui, c'est celui de domestique dans les grandes maisons. Est-il tant que ça d'hier ? D'ailleurs, effectivement. Réponse avec vous, Alizée Delpierre. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Le Chypre. Alizée, vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse au Centre de sociologie des organisations, ça dépend de Sciences Po et du CNRS, et vous nous proposez une immersion dans la vie des domestiques des grandes familles. Ça s'appelle « Servir les riches » aux éditions La Découverte, l'envers des faits. Et puis, les métiers d'innovation, voire d'anticipation, eh bien, nous allons en explorer 170 avec Anne-Caroline Pocot, écrivaine et prospectiviste, qui publie son Dico des métiers de demain aux éditions Propulseur. On commence avec vous, Alizée Delpierre. J'ai presque envie de vous dire que ma première surprise, ça a été de voir que les domestiques, en fait, ça existait toujours, même si on n'appelle plus ça les bonnes, comme on disait il y a longtemps. Alors oui, exactement. Les domestiques à temps plein, disons, sont ceux qui, dans nos représentations, datent du 19e, du 18e ou du tournant, on va dire, du 20e siècle, existent toujours, en fait, en France. Ils existent toujours et ils côtoient, en fait, d'autres employés de maison qui, eux, sont à temps partiel, qui sont les femmes de ménage, les nounous ou les aides à domicile pour les personnes âgées et qui sont des figures, en fait, plus contemporaines et plus connues. Mais ça ne veut pas dire que ce marché qui demeure un marché de niche, la domesticité à temps plein a disparu. Alors, c'est quoi le profil de ces domestiques ? Alors en fait, le profil, les profils, parce qu'en fait, il y a une diversité de profils justement dans les grandes maisons. Ce qui les distingue justement des femmes de ménage, des nounous et des aides à domicile, qui elles ont des caractéristiques communes. Ce sont des femmes plutôt issues des classes populaires, de l'immigration. Alors ce profil-là, on le retrouve aussi dans les grandes maisons. Ouais. Et ces femmes-là côtoient également d'autres personnes qui, eux, ont des profils de gens plus diplômés, bac plus 3, plus 4, plus 5, qui sont des gens issus de nationalités de pays européens, blancs. Il y a également des hommes dans la domesticité des grandes fortunes. Ouais. Voilà. Et en fait, cette diversité de profils s'explique par la hiérarchie qu'il existe entre plusieurs domestiques qui travaillent à temps plein dans une même maison. Ah ouais. Alors, mais qu'est-ce qu'on leur demande exactement ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait ? Alors, on attend d'eux la prise en charge totale des tâches domestiques. Ouais. Et des tâches parentales, c'est-à-dire s'occuper des enfants, les emmener à l'école, les coiffer, les laver, leur donner à manger, etc. Et en fait, les tâches des domestiques dépendent de leur poste et de leur statut, du coup. C'est-à-dire que les employées polyvalentes, donc ce sont plutôt des femmes, plutôt pauvres, issues des classes populaires, sont celles qui vont faire le ménage, le linge. Et puis, les nannies sont celles qui vont prendre en charge les enfants. Les majordomes sont ceux qui, à l'inverse de cette pyramide et même au sommet, vont superviser les autres domestiques. Ouais. Les chauffeurs vont conduire monsieur et madame dans leurs déplacements quotidiens. Et donc, on pourrait continuer à l'infini ces exemples avec les cuisiniers qui, eux, sont vraiment en charge de la cuisine, etc. Donc, en fait, j'ai enquêté auprès de familles, donc de grandes fortunes, qui avaient entre une personne à temps plein à plus de 50 personnes à leur service au quotidien. Oui. Alors, c'est quoi le profil de ces fortunés, justement ? Alors, chez ces grandes fortunes, il y a deux types de profils. Alors, le point commun déjà, qu'ont toutes les personnes que j'ai rencontrées pour mon enquête sociologique, c'est la possession d'un très grand capital économique. Ce sont des multimillionnaires, voire pour certains d'entre eux des milliardaires. Et ensuite, ce qui va les distinguer, ces grandes fortunes entre elles, ça va être l'ancienneté de leur capital économique. J'ai rencontré des personnes qui sont issues de l'aristocratie et donc en fait qui ont hérité depuis des générations de leur très haut capital économique. Et puis j'ai aussi rencontré
rencontrer des personnes qu'on appelle dans le langage populaire des nouveaux riches. Donc en fait, des gens qui sont les premiers de leur lignée générationnelle à être des multimillionnaires et qui se sont enrichis par des métiers très rémunérateurs comme PDG, chef d'entreprise, trader, marchand d'art, etc. Et est-ce que la motivation, c'est d'avoir quelqu'un qui vous simplifie la vie, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté reconnaissance sociale d'avoir comme ça des gens à son service? Il y a les deux, en fait. Il y a deux besoins, entre guillemets, hein, comme le disent les grandes fortunes. Il y a un besoin, en effet, de distinction sociale, qui est en fait pas seulement un artifice, parce que pour que les grandes fortunes puissent appartenir aux entre-soi, aux cercles mondains qui forgent leur sociabilité et leurs entre-soi, eh bien, elles doivent montrer qu'elles ont de la richesse, qu'elles entretiennent un certain standing de vie. Et donc, de la même manière que ça passe par l'achat de telle ou telle voiture ou de telle ou telle montre, eh bien, ça passe aussi par le recours à du personnel de maison. Et puis l'autre facteur, c'est un facteur purement matériel. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer qu'on a affaire à des personnes qui ont des très 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 grandes villas, qui ont des métiers extrêmement prenants, qui par ailleurs invitent beaucoup chez elles, qui ont tout un tas de loisirs. Et donc pour entretenir cette vie, elles n'ont pas le choix, entre guillemets, autre que celle d'avoir du personnel qui soutient cette vie et qui est donc à la base de leur capacité à aussi se reproduire en tant que classe sociale. Alors, le principal ressort de la mise au travail des domestiques, c'est ce que vous appelez l'exploitation dorée. Oui. Comment on définit justement cette relation entre les domestiques et leur patron, parce que on voit bien que finalement c'est une espèce de mélange entre attachement, répulsion, entre proximité et distance, entre confiance et méfiance. Oui, alors j'apprécie que vous insistiez sur l'ambivalence justement de ces relations, parce qu'on pourrait avoir tendance à s'imaginer que c'est très manichéen, que ce sont des riches qui exploitent les pauvres, en fait. Et j'aurais pas consacré des années d'enquête sociologique pour juste dire ça. En fait, c'est pas ça qui se passe dans la maison des grandes fortunes. Ce que j'ai pu découvrir, en effet, c'est que certes, on était dans un rapport de domination sociale, puisqu'on a affaire quand même à des classes très très riches qui mettent à leur service toutes les autres classes sociales. Et donc là, on est vraiment de façon structurelle dans un rapport de domination. Mais ensuite, quand on analyse finement les interactions entre les patrons et leurs domestiques, on se rend compte à quel point, parce que ce travail se déroule dans l'espace intime, qui est le domicile, eh bien, en fait, les rapports, les relations sont imprégnées d'affect et d'émotions. Et que donc, à la fois, on a un rapport de domination un peu violent, puisqu'il se fait dans un espace quand même très restreint. On a une proximité physique entre les patrons et leurs domestiques, mais en même temps, les patrons aiment aussi leurs employés de maison, ou du moins sont complices avec eux, entretiennent des liens d'amitié et qui ne relèvent pas que de l'ironie ou du mensonge. C'est réel en fait, parce que imaginez avoir quelqu'un chez soi au quotidien, c'est un petit peu difficile de ne pas nourrir. Voilà. Une identification des personnels de maison finalement aux difficultés de leurs patrons, aux difficultés des riches. Je me rappelle du dessin, ça doit être le dessin de Plantu dans Le Monde, le 11 mai 1981, après l'élection de François Mitterrand. Et on voit finalement une domestique qui arrive et qui dit à sa patronne « Mais madame, ils vont tout nous prendre ». Oui, ça renvoie à ce qu'on peut imaginer comme étant une adhésion, notamment dans ce cas-là, aux opinions politiques en fait de leur patron. Alors là, en effet, là où j'ai plutôt pu voir l'adhésion des domestiques finalement aux représentations, aux pratiques de leur patron, c'était pas tant sur le volet politique que sur le volet extrêmement sentimental, émotionnel. C'est-à-dire que les domestiques ne voient pas leur patron uniquement sous l'angle de la figure patronale, comme on pourrait, vous et moi, voir nos dirigeants juste à travers cette étiquette de dirigeant de l'entreprise, etc. En fait, les domestiques voient leur patron revenir le soir de leur travail, fatigués, épuisés, ils les voient pleurer, ils les voient crier, ils les voient parfois nus, ils les voient dans toute leur intimité, dans tous les secrets et dans tous leurs états d'âme. Et donc, du coup, ça fait que les domestiques peuvent facilement aussi pardonner certaines pratiques violentes aussi de leur patron. Oui, sachant quand même que, j'ai envie de dire, la soupe est quand même très bonne. Parce que finalement, ils ont un quotidien qui est le quotidien
d'une vie de luxe. Hein. Il y a des interviews faites de domestiques qui sont dans des îles paradisiaques avec leur patron. Et puis surtout, les rémunérations que vous donnez sont quand même assez incroyables. Grosso modo, vous parlez finalement pour un domestique dans une grande famille de 8 000 € par mois, plus tout un tas d'avantages en nature. Quand vous comparez par rapport à ce que quelqu'un qui fait à peu près le même boulot ailleurs, pardon, et qui va gagner peut-être 2 000 ou 3 000 €, c'est des salaires en fait de cadres supérieurs, quoi. Oui, on a des riches qui servent les ultra riches. C'est ce que je dis parfois. En effet, c'est un des facteurs qui m'a vraiment surprise en fait sur le terrain, c'est de voir l'étendue de ces salaires. Alors tous les domestiques gagnent pas 8 000 € par mois, mais disons que plus on monte dans la hiérarchie et plus on peut en effet espérer avoir un salaire de cadre. Et c'est là qu'on est justement dans ce que vous aviez dit, le concept que vous aviez relevé qui est dans le livre, dans l'exploitation dorée. C'est un oxymore. Hein. Comment est-ce qu'une exploitation peut être dorée ? Eh bien en fait, tout cet argent que peuvent donner les patrons à leurs employés de maison et qui s'accompagne souvent même de cadeaux qui peuvent avoir aussi une certaine valeur, comme des sacs Vuitton, Chanel, etc., eh bien, ne sont pas donnés sans rien, entre guillemets, en retour. Ouais. C'est-à-dire que c'est une manière aussi d'acheter la disponibilité. Exactement, la disponibilité permanente de domestiques qui, parce qu'ils vivent chez les grandes fortunes ou à proximité, du coup, sont corvéables 24 heures sur 24. Est-ce que c'est facile de se faire recruter au service d'une grande famille, ou est-ce que c'est extrêmement difficile comme milieu à pénétrer ? Alors c'est assez difficile parce que déjà les places sont chères. Alors même s'il y a de plus en plus d'ultra riches dans le monde et en France, bon, il n'y en a quand même pas des millions. Et en fait, donc les grandes fortunes vont faire en sorte de sursélectionner le personnel qui va pénétrer aussi dans leur espace quand même, qu'ils s'attachent par ailleurs à rendre un peu secret et à cloisonner des autres classes sociales. Donc il va y avoir tout un travail des grandes fortunes de sélection de ce personnel. Et ils vont les sélectionner sur certaines qualités, à leur expérience de travail, mais aussi à leurs caractéristiques intrinsèques. En fait, le marché de la domesticité fonctionne beaucoup sur une essentialisation sexuée et raciale aussi des qualités des domestiques, avec tout un tas de stéréotypes aussi, qui renvoient à des imaginaires sur ce que c'est qu'être une femme ou un homme, ou ce que c'est qu'être une personne issue de tel ou tel pays. Et donc voilà, en fait, les domestiques vont être très soumis en fait à ces jugements faits par les patrons qui vont orienter les possibilités d'entrer au service des riches. Merci beaucoup Alizée Delpierre pour cette plongée dans l'univers difficilement pénétrable des riches et de leurs domestiques. Alors là, on était plutôt dans le passé, dans la tradition. On va se plonger dans le futur avec vous, Anne-Caroline Pocot. Vous publiez la 2e édition du Dico des métiers de demain. Alors vous étiez venu en 2015 nous présenter la première édition qui nous avait littéralement enthousiasmés, parce que bon, quand on voit le titre, on se dit ça démarre comme un rapport du plan ou du conseil d'analyse économique. On se dit on va trouver les métiers de service à la personne. Et alors là, mais pas du tout. Pas du tout. Votre point de départ, c'est de dire les études nous disent que les robots vont remplacer la moitié des emplois existants. Et puis, il y a les études qui disent aussi que quasiment les 2/3 des emplois que vont exercer les collégiens demain n'existent pas encore. Et donc, vous nous proposez 170 métiers complètement nouveaux, au point qu'ils n'avaient pas de nom. Comment vous avez fait pour identifier ces nouveaux métiers ? Alors d'abord, la majorité des métiers qui n'existent pas encore, c'est d'abord une très bonne nouvelle. Alors, parce qu'en fait, ça va peut-être permettre aux plus jeunes de créer et d'inventer leur métier, et aux entreprises, justement, de modifier un peu leur mode de management pour pouvoir accueillir ces métiers. Alors, comment on fait pour imaginer les métiers de demain ? L'idée, c'est de dire les métiers de demain, ils vont résulter de 3 choses. C'est-à-dire, d'une part, les défis sociétaux à relever. Donc, ça peut être l'environnement, bien sûr, le réchauffement climatique, mais aussi donner à manger à tout le monde, les nouvelles valeurs, le vieillissement, tous ces défis sociétaux. La deuxième chose, c'est les technologies. Alors, il y a l'intelligence artificielle aussi, bien entendu, mais il y a aussi la génétique, en fait, toutes ces sciences du vivant, ces nouveautés. Et la troisième chose, c'est les innovations, les nouveaux usages, qui sont un peu des briques de construction du futur. C'est-à-dire, par exemple, le travail à distance, tout ce genre de choses-là. Et en fait, les métiers de demain,
c'est pas, on les a pensés jusqu'à maintenant dans une filière, et alors que c'est le croisement de ces 3 éléments. Voilà comment on imagine et comment on pose le cadre. Et après, pourquoi nommer les métiers? Parce qu'en fait, quand on crée un mot, un nouveau mot, le concept ou la chose qui désigne commence à exister. Donc, créer un mot, c'est créer du futur. Et c'est accessible à tout le monde. On démarre et on accroche sa ceinture. Vous dites, dans un monde plus complexe et fragile, de nouvelles compétences sont nécessaires. Et là, vous évoquez la machipathie, la flexibilité, la fragiliance, la curiactivité, la repamplexité, le communétrisme. Allez, vous en choisissez quelques-uns et vous nous expliquez ce que c'est. En fait, au niveau des compétences, on a eu 3 temps. Un premier temps, c'était les hard skills, la compétence métier. Deuxième temps, c'est les soft skills, c'est-à-dire il faut bien se comporter, on a une bonne compétence métier, mais maintenant il faut être gentil, ouvert, agréable et tout. Et la troisième compétence, c'est celles qui sont peut-être beaucoup plus liées à des nouvelles, liées à l'incertitude, liées à la complexité des systèmes aujourd'hui, et puis liées aussi à la création de biens communs. Par exemple, il y a une compétence qui est la bienimétrie, c'est de dire, aujourd'hui on pensait uniquement par rapport à soi-même ou par rapport à l'entreprise, mais on est obligé aussi de penser par rapport au bien commun. Donc on a la fragiliance, c'est de considérer a priori que tous les systèmes complexes sont fragiles. Donc, il ne faut pas penser uniquement à la rustine mais de dire, ça va se casser à un moment donné. Donc, il faut apprendre à repenser les choses en permanence. Qu'est-ce que la machipathie, Anne-Caroline Pocot ? Alors, la machipathie, c'est quelque chose, c'est de pouvoir en fait intégrer les nouvelles machines. C'est-à-dire d'intégrer dans son raisonnement, pas de dire, moi, la machine, j'en veux pas. Toutes les manières, elle arrive par tous les pas. Et donc, du coup, de pouvoir considérer qu'il faut savoir discuter avec une intelligence artificielle, savoir la gérer, voir ses limites, ses atouts. Et donc, ça, c'est important parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Alors, vous dites, il y a plein effectivement, de styles de métiers différents. Alors, prenons par exemple quelques métiers liés au numérique. Il y a un métier qui sera dataministe. C'est de pouvoir considérer a priori que nos données personnelles, un professionnel qui va nous apprendre, comme un assureur un coach en données personnelles. Donc c'est un courtier, en fait, un trader en données personnelles. Voilà, un trader en données personnelles. Et je pense que ça, c'est tout de même important parce que ces données personnelles, pour l'instant, elles partent un peu, elles profitent à un petit nombre d'entreprises, mais pourquoi c'est aussi quelque chose qu'on crée. Donc, le fait d'avoir ce métier-là, ça pourra peut-être, on va réintégrer dans notre patrimoine nos données personnelles. Et alors, l'épinumériste, quelle est sa fonction ? Alors, l'épinumériste, alors là, je ne sais plus. J'arrive à vous coller. L'épinumériste, c'est un épidémiologiste numérique. Ah oui, c'est pour voir un peu tous les virus et de travailler un peu sur tous ces virus. Oui, non, mais il y a 170 métiers. Eh bien, il y en a 170, je vous coince un peu là. Alors après, on a aussi beaucoup travaillé en atelier pour pouvoir imaginer, c'est-à-dire des ateliers sectoriels, pour pouvoir imaginer ces métiers. L'idée, c'est vraiment pas de faire un dictionnaire qui soit fini aujourd'hui, il va s'augmenter au fil du temps. Alors, en plus, vous avez souvent une rubrique qui consiste à dire ce métier de demain, c'est déjà un peu aujourd'hui. Il y a quelques métiers dont on a déjà les contours aujourd'hui. Déjà, il y a des métiers qui, par exemple, sont importants à avoir, qu'on n'a pas encore. Par exemple, rangoticiel, c'est donc quelqu'un qui va négocier des rançons qu'on va demander aux entreprises et tout. Donc, c'est quelqu'un qui doit à la fois avoir une compétence commerciale et une compétence numérique. Pour l'instant, on a des compétences commerciales, mais pas des compétences numériques, plus une compétence en négociation avec des gens qui sont non identifiés. Donc, une compétence vraiment spécifique. Mais on en aurait besoin dès aujourd'hui.
Alors, il y a des métiers aussi nouveaux, beaucoup dans le management, puisqu'évidemment, les nouvelles technologies impactent la façon de diriger. Alors, il y a le chaoticien, il y a le burailleur et le chronaliste, par exemple. Alors, le burailleur, c'est pour éviter, on a connu le confinement, on a commencé à travailler à distance aujourd'hui, pour éviter que demain on continue à travailler dans un placard ou sous l'évier. Donc, il y aura peut-être, je pense qu'il y a un spécialiste, burailleur, bureau d'ailleurs, un spécialiste de l'aménagement du bureau à distance. Alors, allez-y. Le chaoticien, c'est un propulseur de désordre créatif. On est dans un monde tout de même assez binaire, hein, noir-blanc, et la technologie nous imprime aussi du binaire. Donc, on a besoin de temps en temps d'avoir un peu de liberté, donc d'un peu de désordre, pour pouvoir innover. Donc, le chaoticien, il va peut-être provoquer des nouveaux chaos. Et comme la théorie du chaos qui stipule que tout désordre crée un ordre de qualité supérieure en thermodynamique des fluides. Hein. Alors, beaucoup de choses nouvelles dans les secteurs de la santé, pour une bonne raison, c'est qu'on va aussi souffrir de nouvelles maladies. Alors, je ne vous cache pas que c'est avec vous, dans votre premier bouquin, que j'avais découvert ce qu'était la nomophobie. Voilà, l'angoisse d'être éloigné de son smartphone. Et alors là, vous évoquez des maladies comme le zombiquisme, par exemple. Ah ben oui, le zombiquisme, c'est le syndrome des individus qui sont présents uniquement à distance, qui sont jamais là, mais ils sont toujours ailleurs. Ils sont un peu des zombies. Si on a un adolescent chez soi, on sait ce que c'est que le zombiquisme. Un bébé grammeur, il fait quoi le bébé grammeur? Ah bah le bébé grammeur, en fait, c'est de plus en plus, on va peut-être pouvoir dessiner le génome de ces bébés. Est-ce que je veux un garçon, une fille qui soit grand, un brun, blond et tout. Donc, il va y avoir des discussions. Est-ce qu'il faut qu'il ait l'intelligence d'Einstein ou celle d'Emmanuel Le Chypre? Enfin bon, il y a tout de même beaucoup. Peut-être qu'éventuellement, à un moment donné, on se dira, moi non, moi je voudrais un bébé 100% bio, naturel, élevé en plein air. Ah ouais, d'accord. Le bébé grammeur. Le bébé grammeur. Après, bon, ça a l'air comme ça complètement loufoque, mais la conception effectivement du génome, le dessin du génome, elle va arriver très vite. Elle va arriver très vite. Et donc, en fait, ces métiers-là, c'est pas uniquement pour sourire, c'est aussi pour pouvoir anticiper. Ah, mais bien évidemment. Il y a des tendances qui sont arrivées. Là, le génome, et il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on en veut? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut demain pouvoir dessiner nos bébés, le génome de nos bébés? Et ça, c'est en fait, quand on a ce métier-là, on pose la question, on veut ça ou pas? Le phonéticien, quel est son rôle? Ah le phonéticien, c'est un métier du numérique, c'est les enterrements virtuels. Ah c'est ça, quand vous décédez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enterre vos vies numériques. Et voilà. Et donc, on a maintenant de plus en plus une double vie, une vie. Pour l'instant, c'est vraiment un métier qui émerge, hein, le phonéticien. C'est-à-dire, de plus en plus, on va avoir. Qu'est-ce qu'on va faire de tous nos réseaux sociaux, de tous nos comptes? Comment on les ferme? Est-ce qu'ils vivent un peu plus tard? Comment on récupère les données? Il y a tout de même beaucoup de questions qui se posent quand on a une vie numérique intense. Donc, alors, il y a des métiers. Il y a des métiers, Anne-Caroline Pocot, qui sont liés aux nouvelles mobilités. Vous avez l'urbériste qui est lié finalement à la façon dont on se déplacera par voie aérienne en zone urbaine. Et puis alors, il y a beaucoup de métiers liés évidemment à l'environnement avec une place importante pour tous les métiers liés à l'eau. Oui, l'urbaniste, je pense que c'est l'urbaniste de l'engloutissement. Penser un urbanisme d'une ville en fonction de possibilités de débordement d'eau. Et ça, je pense que c'est une nouvelle formation, c'est une adaptation, c'est l'urbaniste qui va prendre en compte, qui aura une nouvelle compétence. Souvent, les métiers, c'est aussi de l'hybridation. C'est-à-dire, là, ce qu'on nomme, c'est un peu de l'hybridation. Un urbaniste, un urbaniste, mais l'urbaniste, déjà, aujourd'hui, il va prendre en compte ces données-là. Peut-être qu'il sera un peu plus spécialisé demain.
Le froigiviliste, Anne-Caroline. Le froigiviliste. Le refroidisseur des villes. C'est-à-dire comment on va refroidir des villes. Ouais. Donc, bien sûr, il aura une compétence environnementale. Il saura peut-être planter des arbres. Il verra aussi peut-être que lui, il va penser comme... Vous savez, les zèbres, ils ont des rayures comme ça. Ça permet effectivement de faire des micro-courants d'air. Peut-être que le fragiliste, justement, il va aller voir un peu les animaux, comment ils fonctionnent, pour pouvoir imaginer de nouveaux concepts dans la ville. Eh bien voilà, et il y en c'est a... Pas de mettre des... Alors, c'est pas de mettre des grands frigidaires. Hein. Oui, d'accord. Ben oui. Bon, Anne-Caroline, il y en a 170, donc on pourrait continuer encore pendant très longtemps. Franchement, c'est toujours aussi séduisant que la première version. C'est à la fois extrêmement prospectif, extrêmement imaginatif et extrêmement poétique aussi. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est le Dico des métiers de demain par Anne-Caroline Pocot. C'est illustré par Sophie Braca et c'est aux éditions Propulseur. Et puis je rappelle votre livre, Alizée Delpierre, Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes. C'est aux éditions La Découverte dans la collection L'Envers des faits. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.